Radio Reboot, la radio qui déconstruit et reconstruit l'art. Radio Reboot, la radio qui déconstruit et reconstruit l'art. Salut à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de Radio Reboot. Nous sommes Anaïs et Lara, membres actifs de la galerie associative Reboot, qui a été créée en 2019 par 4 étudiantes de l'ESSAD de Grenoble, Jeanne, Amandine, Lara et Anaïs. On se retrouve à nouveau pour parler de remémoire ou rememory pour les plus anglophones d'entre nous. Pour celles dont le thème est obscur, on vous invite à écouter notre premier épisode avec Adèle et tous les épisodes précédents avec Laura Cusc, Adèle Grosjean et Louise Ray. Aujourd'hui, on rencontre San Zagari, qui est née en 1998 à Mulhouse. Après l'obtention du diplôme national d'art aux Beaux-Arts de Mulhouse, San, tu as décidé de reprendre un master à l'école d'art de Grenoble. Aujourd'hui, tu vis et travailles entre Grenoble et Lyon. Alors, pour commencer, qu'est-ce que veut dire pour toi aujourd'hui d'aborder cette notion de remémoire dans un contexte pandémique dans lequel nous nous trouvons ? Déjà, salut à tous. Pour moi, c'est important dans le sens où la remémoire, c'est un peu la réappropriation de ce qui se passe, mais du coup vu par notre prisme personnel, et ça permet, je pense, de le partager par la suite et de pouvoir un peu restaurer les choses dans l'état dans lequel on les vit, et pas seulement d'avoir la vision telle qu'elles peuvent être racontées par les institutions, par le système, et que ça crée une espèce de grande mémoire collective, mais créée à partir de remémoire individuelle. Et particulièrement aujourd'hui, je pense que c'est important de trouver des moyens de se relier les uns les autres, et que la remémoire peut être un moyen pour le faire. Surtout que, comme on le voit par exemple dans ce contexte, on a surtout beaucoup l'écho des paroles médiatisées, qui sont des paroles surtout politiques ou médicales, etc. Et on entend très peu les... je sais pas ce que vous en pensez, mais on entend très peu les paroles individuelles. C'est une histoire un peu officielle qu'on entend beaucoup. Je sais pas, je pense qu'on aimerait plus avoir des ressentis individuels pour se sentir un peu moins seul. C'est ça, en fait, quand on verra a posteriori ce qu'on vit là depuis un peu plus d'un an, on verra beaucoup ce qui a été dit dans les médias, ce qui a été écrit, enfin voilà, ce qu'on entend en grand, mais on n'aura pas plein de petites histoires et des vécus de chacun, alors que j'ai l'impression que c'est plus ça qui fera l'histoire et qui fera la mémoire de ce truc-là, parce que c'était quand même assez inédit. Personne n'avait vécu ça dans les gens qui sont en vie aujourd'hui. Et en fait, ces confinements, ces trucs comme ça, c'est vraiment ultra personnel, et c'est plutôt, j'ai l'impression, les ressentis de chacun et les petites histoires et les petites mémoires de chacun qui feront l'histoire, et l'histoire intéressante de ce moment-là, plus que les médias, les dates du confinement, des confinements, machin, dans chaque pays, et des vaccins et tout ça. Ouais. Et quel rapport tu as, toi, avec la remémoire dans justement ce monde qui est vraiment, vraiment compliqué à imaginer, où le futur est difficile à imaginer, en fait. Quel rapport tu as ? Du coup, ça rejoint un peu ce que je disais avant. Pour moi, la remémoire, c'est un moyen tout d'abord de se pencher sur soi, de se repencher sur soi, et de se réapproprier son histoire ou des événements traumatiques, et de pouvoir travailler dessus, peut-être mettre de la distance, pour ensuite le partager avec
du coup, cette action de libération de la parole, ça permet de créer des liens. Et ouais, c'est essentiel aujourd'hui de pouvoir échanger et partager. Et ça permet aussi d'ouvrir un peu une brèche dans le futur ou dans les projections qu'on peut se faire du futur. Parce que comme on a d'abord fait un travail de réappropriation de cette histoire, de cet événement, ouais, de ce ça, comme on se l'est réapproprié, ça permet de pas être enfermé dans quelque chose et que du coup nos projections pour le futur restent enfermées ou restent dans une voie donnée. Et là, ça permet vraiment une ouverture de l'imaginaire et encore une fois une réappropriation de l'imaginaire. Et en période de pandémie, on espère post-pandémie, c'est important de pouvoir imaginer un futur pleinement et consciemment pour pouvoir après tenter de le créer et de ne pas rester juste sur ce qu'on nous donne et sur ce qui est complètement négatif et impersonnel. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, que c'est dans enfin, le confinement, enfin les confinements qu'on a vécu, ça a permis de prendre aussi conscience de nos propres temporalités. Et du coup, même si le futur est hyper compliqué à envisager, on apprend presque à dominer le présent pour mieux envisager le futur, quoi. Et Mais ouais, vas-y, pardon, excuse-moi. non, mais ça a résonné quand tu as dit temporalité. C'est ça, en fait. On nous apprend une temporalité linéaire avec passé, présent, futur, et il y en a un et une seule pour tout le monde, alors qu'en fait, je pense que c'est important et essentiel de voir les temporalités comme une infinité de strates et qui se mélangent, qui s'assemblent, qui... C'est pas une ligne, c'est une espèce de substance poreuse et personnelle à chacun, et ça s'emboîte, ça se crée des liens, ça se déboîte, enfin C'est presque utiliser le temps comme un médium, enfin comme une matière vivante plutôt que comme une idée ou un concept en fait. Oui, et ça fait aussi écho à ce qu'a dit donc dans un épisode précédent, c'est l'épisode de Laura Kusk, où elle disait en fait que imaginer le futur, enfin, eux en Estonie, ils le voyaient pas du tout de la même manière, ils n'avaient pas vraiment du mal à imaginer le futur. Euh, Ils n'étaient pas complètement sur le présent ou le passé parce que de toute façon, dans leur langue, en estonien, il y a pas de temps futur en fait. Et c'est un espèce de présent continu et où en fait, du coup, c'est clair que ça vient là aussi rajouter des strates de. Il n'y a pas forcément que le passé, le présent, le futur et qu'il peut y avoir des choses très mouvantes et très poreuses les unes avec les autres, quoi. ouais, et puis c'est intéressant de voir comment le contexte local, le contexte géopolitique de chacun influe sur sa façon de se projeter, sa façon de penser même, sa façon d'imaginer et d'appréhender les choses. Mm. Et du coup, bah, on va se plonger dans quelques temps en arrière. Est-ce que tu pourrais du coup bah, nous raconter un peu comment tu t'en es arrivé à la ville de Grenoble et est-ce que pour toi ça a changé ta façon de travailler et si oui, comment ça a influencé ton travail? Alors, comment j'ai atterri à Grenoble? Ben, en fait, j'étais amoureux de quelqu'un qui était à Lyon et je voulais changer d'école d'art parce que voilà, j'avais fait 3 ans dans cette école, plus une année de césure. J'avais envie de quitter Mulhouse, ça faisait plus de 15 ans que j'y habitais. Et du coup, je suis allée sur Google Maps, j'ai tapé Lyon, j'ai regardé les villes qu'il y avait aux alentours, j'ai vu Grenoble et Saint-Étienne. Donc j'ai passé les concours d'entrée pour Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. Et je sais plus trop par quel concours de circonstances ou juste. Mais j'ai fini par choisir Grenoble. Je crois que j'avais eu un meilleur feeling avec le jury. Et voilà, du coup, je suis à Grenoble et ça a beaucoup changé certaines choses dans mon travail, dans le sens où
c'est la première fois que j'habite seule. C'est la première fois que je peux m'organiser vraiment de façon indépendante. Après, comme avec le contexte actuel, il n'y a pas vraiment d'école, c'est un peu compliqué. Enfin, ça m'a appris à... Ça m'a appris l'autodiscipline. Bon, j'apprends encore, hein. Je suis pas encore, mais voilà. Et ça m'a aussi appris la débrouillardise parce que j'étais habituée à une école avec des équipements plus conséquents. Mais par contre, j'ai rencontré des gens dans l'école, que ce soit au niveau de l'équipe pédagogique, au niveau des étudiants, qui m'ont beaucoup apporté. Et du coup, je suis vraiment contente d'être là. Et bah, du coup, au final, tu t'es un peu baladé en France, tu t'es dit où est-ce que je vais aller et ça tombe bien parce que on a pu voir un peu ton travail et autour de quoi ça tourne. Et justement, ton thème principal, tu nous dis que c'est le vagabondage et des lieux que tu explores. Et du coup, la question, ce serait genre, pourquoi ces lieux-là spécifiquement? Et qu'est-ce qui déclenche en toi? Alors, il y a les lieux et il y a les êtres. Parce que pour moi, le vagabondage, au départ, c'était vraiment un moyen c'était un moyen de partir, de trouver des endroits à moi. J'ai eu la chance d'avoir une voiture assez jeune et du coup, ça a été mon premier home. C'était ce petit habitacle sur 4 roues qui me permettait ben, d'aller d'aller un peu à droite à gauche et du coup de rencontrer des gens, de découvrir des écosystèmes autres. J'ai pu comme ça aller en festival, aller en teuf, aller dans des chalets avec des potes ou enfin, vraiment de rayonner un peu autour de différents points d'ancrage. Et bah, du coup, ces points d'ancrage, ça va être la famille, ça va être les amis, ça va être mon appartement ici à Grenoble. Et le vagabondage, c'est vraiment un moyen pour moi de créer du lien, de me réapproprier des lieux aussi et d'avoir un semblant de liberté, je pense, beaucoup. Du coup, en fait, ce qu'on peut dire que bah, du coup, ta voiture, ça a été ton premier outil de travail. Ouais, je pense. Donc, Ça l'est encore? outils et atelier. Pardon? Est-ce que ça l'est encore? Ça l'est... Oui et non, ça l'est un peu moins à Grenoble parce que du coup, pour l'instant, elle est en Alsace. Mais, mais elle elle a été atelier pendant un moment. Elle m'a permis... elle a été transformée en cabane aussi. Je me suis fait arrêter plusieurs fois comme ça avec la police qui aimait pas trop le fait que l'intérieur de ma voiture ne ressemble plus à l'intérieur d'une voiture. Et du coup, je devais présenter des papiers comme quoi non, je ne vivais pas dans ma voiture, que c'était pas des modifications importantes et tout. Et ouais, donc je pense que ça a été un outil. Et il y a encore une semaine là, bah, à Grenoble, j'ai failli rentrer chez moi avec une portière de Renault parce que je l'ai vue dans la rue. Je me suis dit, waouh, ouais, elle est géniale, il faut que je fasse une expo avec, faut que je fasse un truc. En plus, il y avait la vitre qui était ouverte. Enfin, je me suis dit qu'il y avait vraiment un truc à faire, mais c'est très grand une portière de Renault, on se rend pas compte comme ça. Donc, je me suis dit que je la prendrais quand j'aurai une expo vraiment plus concrète à venir. Mais ouais, je pense que pour moi, la voiture, c'est à la fois un médium, à la fois un outil et à la fois une finalité dans certains projets. Moi, je trouve ça très beau ce que tu as dit au début, que les rencontres, enfin, ton vagabondage, c'est des lieux et des gens. Genre, Des êtres. des êtres, oui, c'est ça. Des lieux et des êtres. Enfin, je trouvais ça super joliment dit. Et cette idée de papillonner un peu d'un espace à l'autre et d'une personne à l'autre,
C'est assez cool. Et je trouve ça aussi hyper cool que ta voiture, ça soit ton lieu de travail en même temps, enfin ton atelier. Je trouve ça hyper fun. Et du coup, tu parles aussi dans ton travail de... Enfin, tu dis que tes recherches évoluent beaucoup autour des réappropriations et nous, on se demandait ben, justement plus précisément de quelle réappropriation tu parlais. Alors, j'ai commencé par celle du corps, que bah, du coup, j'ai pas encore fini. Mais de me dire, ben voilà, j'ai ce corps qui, a priori, ne correspond pas à mon genre. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le faire? Et, et du coup, dans mon travail, du coup, il y a eu des performances, de la danse, du dessin aussi sur ce corps, une ligne que je dessinais. Et souvent, ça partait un peu d'un pétage de plomb total et ça donnait un résultat un peu cathartique. Et c'est seulement après que j'essaie de prendre du recul dessus pour voir ce que je pouvais en tirer, comment je pouvais le montrer, pour que ça puisse aussi faire écho à peut-être à d'autres personnes sans que ça tombe dans le pathos trop 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 fort. Et après, il y a aussi eu la réappropriation des lieux, des codes. Par exemple, aller dans la rue la nuit, afficher des choses. J'avais fait un travail comme ça j'avais fait une recherche graphique sur des corps dansant en teuf. Et il y avait une forme qui ressortait en particulier que j'ai beaucoup aimé, que j'ai sérigraphié avec du pigment phosphorescent sur du papier blanc et que du coup je suis allée coller dans les rues de Mulhouse et un peu dans la périphérie aussi, dans le centre-ville et dans la périphérie. Et du coup la forme se révélait que à la nuit tombée et pas très longtemps. Et du coup, c'est aussi, voilà, c'est se réapproprier, enfin pour moi en tout cas, c'était aussi se réapproprier la rue, de sortir des lieux d'exposition et d'être vraiment connecté aux lieux qui nous entourent. Et est-ce qu'on peut dire que ton travail peut être vu comme du nomadisme de l'art en mémoire? Euh, Alors je pense que oui et non, dans le sens où nomadisme, oui, et remémoire, si on part du principe que la remémoire serait purement personnelle, pas forcément, mais Avant de passer à la performance de San, petite interlude musicale avec It's Just a Burning Memory de The Caretaker. C'est une pièce qui est issue de l'opéra Everywhere at the End of the Time. Ce morceau est issu donc d'un opéra composé d'une dizaine de productions où le musicien utilise de vieux enregistrements désuets et il les triture, les déconstruit afin d'en tirer une substance sonore pour rendre compte d'une réflexion sur la maladie d'Alzheimer et sur la façon dont le cerveau humain génère de nouveaux souvenirs musicaux lorsque la mémoire est complètement partie.
c'était It's Just a Burning Memory de The Caretaker. C'est un morceau qui est d'autant plus pertinent, enfin un opéra qui est d'autant plus pertinent quand on sait que grâce à des travaux de neurosciences, on s'est rendu compte que l'exposition à la musique a des effets super positifs sur la mémoire et en particulier chez les personnes étant atteintes d'Alzheimer. Et sinon, et ben, tout de suite, la performance de San Zagari, qui n'a pas encore de titre. Du coup, à la base, c'était surtout une initiative lancée un peu comme ça, dans la colère, l'éreintement et peut-être une pointe d'espoir. C'était en plein durant notre année de césure avec Macha, et d'un coup, confinement. Elle était rentrée d'Orléans et moi j'étais rentrée de mes vagabondages parisiens, et ça faisait bien 3 ans qu'on n'avait pas été géographiquement si proches, mais dans l'interdiction de se voir. Elle était dans le centre-ville de Mulhouse et moi dans la campagne environnante. Danser. Je pourrais plus dire d'où ni comment est venu ce projet, si ce n'est par manque de liberté. Danser. C'était un peu un acte viscéral, exutoire, un acte politique, un acte cathartique. La première fois que nous bravons cet interdit pour se retrouver, c'est ce qui nous relia. 2 corps, un toit, une enceinte et des voisins conciliants. Macha nous filma avec son téléphone et elle publia la vidéo de danse en story sur Instagram. Elsa nous rejoint plus tard et dansa depuis Beyrouth. Un jour, une danse. La machine était lancée. Je me souviens que c'est devenu une genre de track, un rituel. T'enfiles tes habits préférés, tu remplis de l'attestation, un casque sur les oreilles, l'enceinte dans le sac, et tu coupes par les champs parce qu'il y a moins de gendarmes. C'était le moment où je me retrouvais seule avec moi-même à la recherche d'un spot où danser sans crainte d'être vue au début. Un ancien magasinier d'armes dans la forêt, les ruines d'un bunker, rencontre avec une chouette, puis près de l'eau devant les canards, grosse histoire d'amour avec les canards, dans un projet immobilier laissé à l'abandon. Je me souviens que je tendais l'oreille, le moindre craquement, bruit de moteur, mais pas sur le verre brisé, les branches qui craquent. Souvent, t'as besoin de te tapisser à l'approche des lumières bleues, 30 secondes, 1 minute, et c'est bon. Tu choisis un mur, un arbre, un caillou, et t'installes l'enceinte, le portable, c'est parti. Plus tard, c'est Iris qui nous rejoint et qui dansa depuis Castellón, en Espagne. Et une amie d'Elsa, aussi depuis Beyrouth, et Pauline, depuis Mulhouse, et encore d'autres. Avec le temps, la vue des autres ne m'importait plus. Je dansais au milieu des champs sur les parkings. Je me souviens de la dernière sous la pluie, l'odeur du bitume mouillé, les vêtements qui collent à la peau, mouillée jusqu'à l'os. Je sentais mes muscles s'étirer, se détendre, chaque pas, une gerbe d'eau. La peau à l'époque rongée par l'eczéma. Je répétais les mêmes mouvements, suivais les basses, descendant les jambes. Je sentais les bandages de mes bras se délier, les muscles qui chauffent, l'eau qui perle. Une voiture passe. 1 seconde, elle klaxonne. C'est les flics. Les omoplates roulent, c'est la fin du drop. Les genoux trempés, plus de souffle. On remballe l'enceinte et on part. Merci beaucoup, San. C'était super. Et au final, c'est une performance qui est le souvenir d'une performance. C'est ça. C'est une performance qui est le souvenir d'un projet qui à la base n'était pas vraiment un projet artistique à proprement parler, mais vraiment juste une initiative lancée comme ça et qui aujourd'hui va me servir de terreau pour une résidence. Et voilà, oui, c'est le souvenir d'une performance. Et c'est rigolo parce qu'au final, faire retranscrire ce souvenir d'une performance ou d'une œuvre, chacun le met bout à bout comme a pu le faire Louise sur un épisode précédent. Et ben c'est comme ça que c'est des morceaux de remémoire et c'est comme ça qu'au final à la fin on peut monter une exposition sonore. C'est plein de projets artistiques mis bout à bout
qui font une exposition. Mm. Et ben du coup, on a une dernière question pour toi. Est-ce que tu pourrais utiliser ta mémoire pour décrire ou raconter une œuvre qui t'a marqué ou qui t'a particulièrement plu? Alors, je pense que aujourd'hui, l'œuvre qui m'a le plus marqué en 23 ans de vie, c'est une pièce de théâtre euh, qui avait été donnée à Alfortville, donc dans le sud de Paris, au Théâtre Studio. Et en fait, j'avais vu une publicité sur une colonne Maurice de 448 Psychosis, qui est à la base un écrit de Sarah Kane. Euh, et je venais de découvrir Sarah Kane et on m'envoie cette photo de la colonne Maurice en me disant bah écoute, demain c'est la dernière représentation si tu veux. Donc, j'étais à Mulhouse à ce moment-là, j'en ai parlé à mon ami qui m'a fait découvrir Sarah Kane et je lui ai dit bah écoute, on peut prendre ma voiture et on part. Du coup, je me souviens que ça s'est fait vraiment dans la précipitation. On est vite passé chez elle, on a chopé, je sais plus, je crois, vite des vêtements chauds, de l'eau et on a pris la route direction Paris. On a quitté les cours, sau- on a vraiment fait l'école buissonnière et on est parti sur la route comme ça. On était super excités et à la fois super heureux de se dire ben voilà, on a voulu partir, on est parti. On arrive à Paris avec beaucoup d'avance. Donc on décide de déambuler un peu dans Paris, mais en fait tout était fermé, je crois que c'était un mardi ou un truc comme ça, il n'y avait pas de musée, bref. Donc on retourne à Alfortville, on arrive dans le tout petit théâtre, c'était vraiment une toute petite pièce avec des murs en briques et presque des colombages enfin des poutres en bois et il n'y avait pas de scène en fait, c'était le sol et juste un module en bois sur lequel allait monter l'actrice qui allait être seule. Il n'y avait rien, c'était de corps à corps et et la pièce commence et en fait j'ai très peu de souvenirs de la pièce en soi parce que il y a tout qui se mélange et qui gronde un peu. Et je me souviens de la fin, quand elle finit sa tirade. Parce qu'il faut savoir que c'est du coup une pièce sur les dernières pensées d'une personne avant son suicide, d'une jeune femme avant son suicide. Et 4h48, c'est l'heure à laquelle elle se réveille dans la nuit où elle veut se suicider. Je me souviens plus. Faudrait que je vérifie. Et donc on est face à un amas de pensées, et elle finit sa tirade, les lumières se rallument, il y a tout le monde qui commence à applaudir, qui se lève. Tout le monde, on devait être une cinquantaine de personnes peut-être dans cette toute petite pièce. Et moi je pouvais pas, j'étais là, j'étais assis, j'avais les mains sur mes genoux et je commence à pleurer comme j'avais jamais pleuré et encore moins avec de l'art. Et je pouvais plus rien faire, je pouvais plus bouger, je pouvais pas applaudir, je pouvais pas sourire, j'étais au troisième rang, je pouvais juste la regarder et pleurer et finir par cacher mon visage dans mes mains et attendre que tout le monde sorte pour ensuite sortir et aller fumer une clope dehors, le temps de me calmer. Et une fois que c'était un peu passé, je suis rentrée à nouveau et je suis allée voir Christian Benedetti, le metteur en scène et le propriétaire du théâtre. J'étais encore en train de trembler et je lui ai dit, je crois que je lui ai juste dit merci. Et quand il a vu mon état, il a fait bien, vas-y, je te paye un truc à boire et on parle. Et là, je lui ai dit, bah, un verre d'eau parce qu'en fait, on prend la voiture.
Il me dit, mais tu viens d'où? Et je lui ai répondu en montrant mon ami, de Mulhouse. On est venu pour la pièce et puis là on repart. Et voilà. Et c'est toujours une très belle rencontre. Et je pense que c'est vraiment la pièce qui m'a le plus, là je pourrais dire transcendé. Parce que j'ai pas compris ce qui se passait et d'un coup, il y avait plus personne, quoi. Il y avait trop de personnes, je sais pas, mais enfin voilà. Donc 4,48 Psychosis. Super. Et ben c'est bien parce qu'en même temps, on a l'impression d'avoir pratiquement fait le voyage avec toi jusque dans cette pièce, même si on n'a pas vu la pièce. Franchement, perso, moi, je voyais vraiment les images et Ouais. ça- j'étais à fond dans l'histoire. Ouais, moi aussi, je voyais très bien la scène. En fait, c'est ouf, parce que quand tu parles de choses, de souvenirs, t'as beaucoup d'éléments visuels, et même si ça se mélange, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que le souvenir, c'est une espèce de toile générale où on sait plus trop où et quoi et qu'est-ce que c'est, et en fait, c'est que presque, pas que de l'émotion, mais enfin, moi, ça m'a donné envie d'aller voir la pièce. Voilà. Et du coup, c'est avec toi que s'achèvent les épisodes de Remémoire. Donc, on te remercie chaudement pour cet entretien et pour toutes celles qui sont intéressées par le travail de San. On va vous mettre des petits liens dans la barre d'infos et comme ça, vous pourrez aller voir son travail ainsi que le travail des artistes que San a évoqué pendant cet épisode. Merci à vous. Et donc, un grand merci à Hassan, un grand merci à Katia Schneller et à Benjamin Serror pour leur soutien et leur aide à la réalisation de ce projet. Et merci à Simone Frangi et à Katia Schneller pour avoir inspiré le sujet de ce podcast. Merci également à vous tous, auditoristes, qui nous suivent depuis maintenant 4 épisodes. On vous retrouve très très vite pour de nouveaux projets sur nos réseaux et on espère un jour en vrai. Vous pouvez réagir, écrire ou nous envoyer des bisous sur notre Instagram, Association Reboot, ou sur notre Facebook. À bientôt! Ciao ciao! Radio Reboot, la radio qui reconstruit l'art. Radio Reboot, la radio qui reconstruit l'art.